Bonjour, bienvenue à On Jase. Aujourd'hui, belle émission parce que, on a des invités extraordinaires et c'est un jour de match Canadien-Avalanche. Ça ne sera pas de la tarte. Et la nouvelle est sortie. Caden Primo jouera son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va être le fun. La RDS va avoir des hausses de code d'écoute, j'en suis certain. L'équipe de On Jase. Bon, qu'est-ce que tu as fait encore là, Luc? Êtes-vous surpris de voir Caden Primo devant le filet ce soir? On va en parler. Steve Fafard dit qui de Nathan McKinnon, Connor McDavid ou Leon Draisaitl serait votre choix pour le MVP? Et Jonathan Giroux demande Olofsson, Leskinen, Ouellet, Osner, quel serait votre choix? Prendre ça en note. On en jase dans 3 minutes. Bienvenue à On Jase. Bon, j'ai dit dans 3 minutes, vous avez bien compris que c'était le thème. Ça, c'est les béquilles que j'ai à force de faire la radio où on dit après la pause dans 3 minutes. Puis là, ça a sorti un gros désir. Honnêtement, je pensais que tu étais pour faire une pause pendant 3 minutes. Moi, je me chercher de l'eau. Non, mais ou des biscuits. Martin a apporté des bons biscuits. Oui, on mange des biscuits. Je sais que Gaston entend là, que Martin t'a amené des biscuits, mais t'es pas là. Fait que je vais être obligé de le manger. Oui, c'est ça. Hein? Ton micro, je pense qu'il n'est pas bon. Encore? C'est fatigant. Il semble qu'il n'est pas top. Ah ouais? On va y rejoindre Gaston tout de suite parce que je sais que Gaston aime ça faire les salutations avec nous. Salut, Gas. Salut, Martin. Salut, Luc. Salut toute la gang. Puis s'il m'a amené juste un biscuit, Luc, tu peux le manger. Moi, c'est un biscuit, ça me donne le goût. Le deuxième, je l'apprécie. Le troisième, je les trouve bons. Normalement, c'est 4. OK, ben regarde. C'est des gros, puis je t'en ai amené 2 big. Fait que je t'ai gardé ça. 2 gros valent 4 moyens. T'as raison. All right. Salutations à Alex, oui, aux médias, à la mise en onde. Je pense que c'est Tim qui est avec nous aux médias sociaux. C'est Tim qui est avec nous. Salutations à Tim. Ouais. Je vais prendre 2 secondes, surtout pour saluer les auditeurs. Vous commencez de plus en plus tôt à nous écrire, entre autres Jacques qui dit « Martin, la sieste est finie ». Jacques, spécifie, je ne comprends pas, c'est mes cheveux. C'est quoi qui fait que tu dis ça, Jacques? Je vais vous dire un gros merci parce que les codes d'écoute du podcast On Jase sont en hausse. Ça va vraiment très bien par les temps qui courent. Il y a comme un buzz au sujet du podcast. Puis je sais que Guy Boucher déplace beaucoup d'air, mais tout le monde, David Perron, Gas, François, tout le monde attire les éloges présentement avec le podcast. Puis, tu sais, je vais le dire comme ça. Les gens découvrent, exemple, un vieux de la vieille comme Gaston, le découvre sur d'un autre angle avec nous autres. Parce qu'il y a du temps. Gaston, défends-toi. Il y a du temps pour jaser. Il n'est pas pris dans le... non. Les gens t'aiment, Gas, sur le podcast. Un vieux de la vieille. M'en fous qui m'aime, qui m'aime pas. T'es-tu obligé de dire que je suis vieux? Puis premièrement, Jacques a raison. La sieste est finie. Parce que des fois, peut-être que t'as l'air endormi. Ça se peut, ça se peut. Tout ça pour dire, gros merci aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Merci de prendre des vidéos plus courtes qu'on met sur les médias sociaux puis de partager pour faire connaître le podcast. C'est la plus belle publicité qu'on va avoir. Vous voyez bien là, que c'est pas la TV puis on fait pas des panneaux sur le bord de l'autoroute pour dire qu'on existe. C'est vous autres qui êtes notre publicité. Donc, un gros merci. Puis je vais terminer tous ces remerciements-là en vous disant, c'est la guignolée aujourd'hui, la guignolée des médias. Je n'insiste pas, je n'en reparlerai pas du show si vous voulez. Si, mettons, vous n'avez pas le temps de faire un don de ça, facilement avec votre texto, vous pouvez envoyer ça. Le numéro de téléphone, faites 20222, fait que 20 222. Vous envoyez le mot remplir. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Là. Vous écrivez remplir, puis automatiquement, ça rajoute un don de 10 $ sur votre facture TELUS. Le temps des fêtes arrive, c'est plus difficile pour certaines personnes au niveau de la nourriture. Donc, gênez-vous pas si jamais vous avez envie de donner. C'est la guignolée des médias. C'est très bien dit, Martin. Thank you, Martin. Facture TELUS, moi, je suis bel média. Je ne peux pas vendre TELUS, je ne peux pas faire de don. J'ai-tu dit TELUS? Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? Ça facture ton fournisseur. J'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bell. De retour dans 3 minutes. Oui, de retour dans 3 minutes. Non, mais Charles Perrault veut te voir en haut, je pense que tu finis pas l'émission. Parlant de ne pas finir l'émission, ça a été le cas de Olofsson qui a été retourné. Là, on monte Otto Leskinen. J'ai l'impression qu'on va tous les essayer. Ben, Olofsson, pendant, il a dit que c'est. Il n'a pas dit ça comme ça, là, mais moi, j'ai lu entre les lignes. Il dit que c'est comme un coup de batte de baseball dans la face. Je m'excuse, là. Si t'avais été bon, tu n'aurais pas reçu un batte de baseball, tu aurais reçu l'ordre de rester et jouer peut-être un autre match. Donc, moi, là, quand il dit
surpris, c'est décevant. Lobson était bon, mais il a joué 24 minutes en 3 matchs. Dans le cas de l'autre, c'est Yoskinen qui s'en vient. Moi, je ne l'haïssais pas au camp d'entraînement. Je trouvais qu'il avait l'air mobile. Je trouvais qu'il pouvait aider peut-être le Canadien du côté gauche. Maintenant, il faut voir la progression qu'il y a eu à Laval. Mais moi, je ne sais pas ces gars-là qui vont faire la différence. Oubliez ça. Ça, c'est clair. impossible. C'est clair. On va parler avec Bruno tantôt, justement pour ça, parce que Primo joue son premier match, parce que Leskinen va être là également. Je me souviens que tu avais été fort sur Leskinen au camp d'entraînement. Oui. Dernière fois, j'ai parlé avec Bruno, il me dit, écoute, il est bon, mais il n'est pas meilleur que Kulak quand on avait Kulak à Laval. Fait que, oui, puis Bruno suit beaucoup le Rocket. Il a un bon œil pour voir. Puis il avait dit la même chose de Olofsson, puis il ne s'est pas trompé. Olofsson n'a pas été meilleur que Kulak. Vous allez me dire, oui, mais là, ils l'ont joué juste 3 matchs. Ben oui, mais on ne l'essayera pas pendant 30 matchs. Puis là, dire après, bon, ben là, on pense qu'il n'est pas bon, on a perdu 29. Je ne dis pas qu'il est la cause de perdre un match. Mais là, on essaie autre chose. Puis moi, je ne suis pas contre le fait d'essayer un autre joueur qui peut peut-être s'avérer s'acclimater un peu plus vite, avoir des affinités qu'un joueur qui est déjà que le Canadien. En tout cas, reste qu'ils ne font pas la différence. La différence, c'est le 6 à 30 minutes, le 8 à 29, puis le 26 à 25. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça la différence. C'est eux autres qui font la différence défensivement. Hey, je vais te poser une question. Je chante mieux, hein, ça. Je vais te poser une question, Gaston, d'un auditeur au début de l'émission. Puis il disait, tu sais, là, on a vu Olofsson, on va voir Leskinen ce soir, premier match avec National. On a Carl Osner en bas, on a Xavier Ouellet qui vient de revenir au jeu. Il a marqué hier, d'ailleurs, dans une victoire du Rocket. Et puis ça, j'aimerais s'en parler, parce que même si vous n'avez pas vu le match, vous avez vu le but de Ouellet. Oui. Quelle permutation sur la séquence en avantage numérique. Oui. Gaston, je ne sais pas si tu as vu les séquences. On en reparlera peut-être tantôt avec toi et avec Bruno aussi. En fait, il nous demandait si ça serait quoi notre choix entre les 4. Premièrement, je pense que dans le cas d'Osner, le Canadien le connaît. Dans le cas de Ouellet, le Canadien le connaît. Mais il reste que Ouellet revient d'une blessure. Donc, de le ramener tout de suite, non. Là, il a bien joué hier. En fait, j'ai regardé une bonne partie du match. Il était c'est un capitaine dans la Ligue américaine. Donc, moi, je l'aimais aussi avec Canadien. Je pense qu'il jouait un bon niveau de jeu pour un 5e, 6e. Est-ce qu'on peut le ramener? Oui. Si j'avais un choix à faire, lorsqu'on a décidé de rappeler Olofsson, puis là, Leskinen, puis tout ça, moi, c'est Ouellet. Pourquoi? Parce que je sais à quoi m'attendre de lui. Il va me jouer un jeu stable, il va me jouer un jeu serein, mais il va être capable de jouer. Maintenant, ce qu'il peut faire l'affaire avec le Canadien, si le Canadien décide de le laisser avec le Rocket, c'est qu'il pense qu'il ne peut pas faire l'affaire. Mais il peut être un excellent dépanneur. Moi, j'aurais aimé, s'il avait été en santé, qu'on le rappelle, mais il était blessé. Quand tu es blessé, tu ne le rappelles pas. Puis là, il revient d'une blessure. Peut-être que dans 2-3 matchs, on voit qu'il continue à bien jouer puis qu'il n'a pas perdu la fraction de seconde. On va peut-être le rappeler. Mais si j'avais un choix à faire à la défense, du côté gauche, oui, c'est Ouellet. Hey, Jim Ranger sur Facebook, il dit « Le fait de chercher des défenseurs comme ça à Laval, ça veut dire que c'est un constat d'échec envers Kulak, Riley, Follin. » Bon, je sais, ça c'est pas rien qu'un constat, là. C'est une vérité. Dans le cas de Kulak, on l'a essayé. Est-ce qu'il peut jouer 6e? Oui, mais là, 6e, c'est qu'il joue avec Fleury. Fleury est en pleine progression. Il est en train de prendre du vécu d'expérience. Donc, si on avait un vétéran comme Jordy Ben, peut-être à droite, il aurait fait l'affaire. Mais là, non. Dans le cas de Riley, moi, j'ai toujours pensé que ce gars-là n'a pas de niveau à Ligue nationale. Puis dans le cas de Follin, avec Fleury, il ne peut plus jouer avec le Canadien. Il peut peut-être jouer ailleurs, mais pas avec le Canadien. Salutations à tous ceux qui se branchent sur le podcast. Christian Jeté qui dit « Ouais, Martin, les biscuits, de l'eau en masse, des lapsus, tout mélangé. Ça paraît que c'était ton party de bureau hier. » Le party de les maudits médias sociaux, là, tabarouette. Moi, je suis arrivé là à 7h30. Je suis parti à 8h03. Puis à 10h, je m'étais endormi sur la game des livres dans le divan. Fait que, j'ai été sage. T'avais un party hier, toi. T'as-tu rincé tes dentiers à matin ou tout allait bien? Tout allait bien. Je me suis endormi à la même place que d'habitude sur mon divan devant un match de hockey. Juste mentionner à Christian qu'avec un verre de lait, dans le cas de Martin. Oui, un verre de lait. Quand tu prends un coup la veille, là, mon père me disait toujours, prends un bon verre de lait, le mélange, là, tu vas voir ça va te faire ouf! Ouais. Surtout pour les gens qui me connaissent, je ne bois pas, j'ai jamais bu. Moi, je le sais que tu ne prends pas un verre, donc... Moi, c'était un quick, Gaston, je me faisais quand j'étais jeune. Pas un verre de lait, c'est vraiment non, mais Martin ne prend pas un verre, mais des fois, il fume un joint, vous en faites la même. C'est pas vrai. Je le fais fâcher. Non, je l'ai vu, je suis traversé à Énergie l'autre jour. Il y avait un match canadien, puis nous avait demandé, moi et PJ Stock, et Martin était là, puis très serein avec ses deux belles petites demoiselles. Ses filles.
Avec mes 2 belles filles, oui. Fait que vous pouvez être certain, drogue et alcool, ce n'est pas dans mon ADN. Non. Ceux qui te connaissent le savent, Martin. Oui, absolument. Gaston, t'es allé pour le buffet gratuit, c'est ça? Oui, pour Samuel Thibault de l'antichambre, et je le dois le dire. Oui, j'en ai emmené. J'ai demandé la permission. J'ai rien volé. J'ai dit, est-ce que je peux emmener quelques ailes et pizzas? Oui. Quand je suis arrivé à l'antichambre, Sam, regarde, vous nous avez libérés. Il dit, tu peux y retourner si tu veux. Je dis, non, là, ça suffit. Je veux faire une grosse salutation avant de poursuivre la conversation. Je vais vous dire, moi, c'est qui mon défenseur que je voudrais que je vois le 6e défenseur. Je sais que vous ne serez pas content, vous n'allez pas l'aimer, mais avant, je vais faire une salutation à Julien Pierre Laprise. Tu veux savoir, Gaston, si le show est aimé? Écoute ça. On parle de votre podcast dans nos ligues de garage. Quand on s'habille dans la chambre, on parle du podcast, du show, à quel point c'est différent, à quel point on aime ça. Gas, bravo à toi. Ben, c'est pas moi, là, c'est toute l'équipe. Moi, si j'étais seul, je jouerais au ping-pong. Non, mais si j'avais eu Bruno avec moi ou Guy, j'aurais dit bravo Guy, bravo Bruno. Ouais. Là, t'es là. Mais là, c'est toi qui es là, puis t'en fais partie. Puis comme je dis, t'as du temps d'afficher tes couleurs puis d'expliquer tes points de vue. Tu sais, souvent aux nouvelles ou on a une chronique. On a des 3 minutes. Oui, tu sais, ramasse ce que tu as à dire en 3 minutes. Ouais. Mon choix, les gars, moi, là, je vais vous le dire, là, c'est-tu un défenseur numéro 1 qu'on cherche ou un défenseur numéro 6? 6. Parfait. Mike Riley. Lui, il amène de la vitesse. Il amène de la vitesse. 2e avantage numérique. Sa première passe est toujours excellente. Quand tu as à défendre une avance d'un but, je regarderai au banc puis je dirais c'est terminé pour toi. Jusqu'à temps que ça soit égal ou qu'on prenne les devants par 2, par 3. Je gérerais son temps comme ça. Un soir, il va m'en jouer 8. Un soir, il va m'en jouer 12. C'est un 6e défenseur, les gars. C'est sûr que tu n'auras pas un défenseur complet. Et ce que Riley amène, il n'y a personne d'autre qui peut l'amener. Et tous ceux que vous amenez, que ce soit Olofsson, Otto, Volvo, Audi, Suzuki, il n'y en a pas un qui va être parfait. Fait que tant qu'à en avoir un pas parfait, j'en amènerai un qui amène parce que tu sais, on a vraiment des défenseurs, tu sais, Weber, Petrie plus offensif, Cherrott. J'amènerais vraiment quelqu'un qui amène quelque chose qu'on n'a pas sur les 6 défenseurs. Et aussitôt que je mène par un but et qu'il faut que je défende, il défend pas, lui. Fait que je le mettrais pas. Fait que ton 5 minutes par match, c'est Riley qui le joue. 5, parce que si je prends devant 3-0, il va avoir son tour régulier. Si je tire de l'arrière, il va avoir son tour régulier. C'est ça, un 6e défenseur, non? Oui, mais ton explication est bonne, sauf dans le contexte du Canadien, Martin, là, pour jouer avec Fleury, moi, j'aimerais un défenseur plus stable. Et je formerais Fleury à jouer sur un 2e avantage numérique, parce qu'il a démontré dans la Ligue américaine qu'il y avait un certain talent offensif. Donc, j'essaierais de lui en donner 20-30 secondes en début ou à la fin d'un avantage numérique. Parce qu'avec les blessures que le Canadien ont dans le moment, moi, je pense que ça prend 2 défenseurs, Petrie, Weber, 1 minute 20 sur la glace. Puis là, j'essaierais de voir si Fleury peut m'en donner. Fleury ne fera pas pire que Riley. Puis quand Fleury joue à égalité numérique, moi, ça me prend un défenseur un petit peu plus stable que Riley à côté de lui pour sa formation. Moi, je veux que Fleury devienne un défenseur, un 4e défenseur dans la Ligue nationale. Si je prends un jeune de 20 ans puis je me dis, je le laisse sur le 3e duo de défenseur et j'espère qu'il va jouer là pendant 20 ans, bien là, mets un compte, mets n'importe qui, puis il va t'en chercher un à coût d'1 million chaque année, puis ça va faire l'affaire. Mais moi, Fleury, pour moi, là, c'est le gars qui va prendre la place, peut-être, de Petrie comme 4e défenseur. Je ne le vois pas pour le moment 1er défenseur d'une équipe, mais je le verrais 4e. Puis, mais ton explication n'est pas folle, elle est assez logique, mais parce que c'est Fleury à côté de lui, moi, je pense que c'est ça qui coûte la place. Si c'était Folin, qui est un peu plus vieux, un peu plus mature, peut-être qu'on prendrait le risque de positionner Riley à côté de lui. Mais dans le moment avec Fleury, j'aime pas voir Riley là. Il fait trop d'erreurs. Puis quand il joue 3 matchs, il devient le Paul Coffey de la Ligue nationale. Ça, j'aime pas son attitude. Fait que moi, un gars qui agit comme ça, que je suis obligé à tous les 3-4 matchs de le mettre d'un gradin pour le ramener sur la terre, je dirais, écoute mon pain, tu n'auras pas besoin de revenir sur la terre, reste à passer. OK, le sujet... D'ailleurs, bravo à Fleury qui change de partenaire à toutes les 2 secondes. Là, bon point. Bon, là, il est bon. OK, je pense que le sujet que tout le monde veut parler, Caden Primo, on a pris la décision de le faire jouer à Montréal contre l'Avalanche Colorado et non pas contre les Rangers demain au Madison Square Garden. Es-tu surpris? À quoi tu t'attends de Caden Primo? Ben, je m'attends à un bon match. C'est son premier match là, vraiment où dans une situation où c'est une situation là, où le Canadien a besoin de 2 buts, là, donc a besoin d'une bonne performance de son gardien de but. 2 points. L'Avalanche a joué hier et j'ai regardé le match. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie, sauf que tu vois que c'est une bonne équipe. Est-ce que le Canadien là, joue contre l'Avalanche, un 2e match en 2 soirs pour l'équipe qui visite le Canadien.
Et demain, le Canadien joue à New York, mais New York, les Rangers jouent à Columbus, si ma mémoire est exacte. Donc, ils vont arriver les deux équipes, 2 matchs en 2 soirs. Là, tu as Carey Price qui va être frais et dispo. Carey Price il a besoin un peu de repos, prendre un petit peu de recul, pas trop le surtaxer. Il peut jouer, mais dans le moment, il faut faire attention à sa confiance. Donc, je me dis, demain, le Canadien va aller à New York. Les deux équipes vont voyager, mais là, on va avoir notre gardien de but numéro 1 sur la route. Je ne suis pas contre ça. N'importe quelle décision que Claude prenait, c'était une bonne décision parce que c'est certain que dans sa tête à lui, Primo joue un match. C'était de savoir lequel je lui donne pour qu'il se sente le mieux. Et peut-être que le Canadien, Claude pense que le Canadien joue un petit peu mieux à Montréal que sa route. Lui a pas, moi, là, c'est parfait comme ça. Il fallait lui donner un match. Il faut le juger. Il faut voir ce qu'il va nous donner. Parfait. Puis à domicile, il va pouvoir choisir son match-up. Pour McKinnon, il va pouvoir choisir, tandis qu'à New York, il ne pourra pas choisir son match-up pour Panarin. C'est peut-être aussi. Ça, exactement. Pour protéger son gardien, ça fait peut-être aussi partie de sa décision. D'ailleurs, ce qu'il a expliqué en point de presse ce matin aussi, là, qui a justifié un peu sa décision, c'est que les Rangers, c'est un adversaire direct contre le Canadien. Donc, c'est vrai que si tu perds 2 points contre Colorado ne pousse pas dans le dos, ils ne sont pas en avant, ils sont dans l'ouest. Ça, c'est une autre bonne explication. Qui me met juste un point d'interrogation pour le match Colorado-Canadien, c'est que Nathan McKinnon, en principe, Martin, ça devrait être Danault qui joue contre lui. Oui. Ce que j'aime pas de Danault contre McKinnon, c'est qu'en plus d'être un joueur super talentueux, super rapide, un très bon lancer, sinon dans les 3 meilleurs joueurs de la Ligue nationale depuis 2 ans, c'est qu'il est puissant. Et là, Danault va dépenser énormément d'énergie. Danault, physiquement, n'est pas un gars puissant. Donc, pour contrer un gars comme McKinnon, il faut qu'il se serve un peu de sa force. Va dépenser énormément d'énergie à jouer contre McKinnon, puis de faire attention contre McKinnon, puis d'éviter, parce que Danault est un bon patineur, mais McKinnon aussi, c'est un excellent patineur. Ça m'embête. Et c'est là que je veux en venir à mon point. C'est là qu'on va entrer en ligne de compte un gars comme Weber. Weber qui est puissant. Tu sais, on dit, il joue 30 minutes, faut faire attention. Hey, en début de saison, il en jouait 20, 21, on chiale. On chiale tout le temps, mais ça, c'est la mentalité qu'on a de chialer. Il joue bien, il fait 6 pieds 4, il pèse 240 livres, il peut en prendre, puis moi, je pense qu'il performe autant de glace. Plus tu lui en donnes, plus il performe, puis Claude, comme un entraîneur intelligent, lui donne du repos aux entraînements. Et regardez comment Weber, il est un des seuls défenseurs de la Ligue nationale qui bouge le moins. Il économise énormément d'énergie. Puis ce que j'aime, rendu à 34 ans, pour compenser qu'il y avait lorsqu'il avait 26, 27, 28 ans, c'est que quand tu le déjoues ou que tu le frappes, il vient enragé noir, puis là, il donne des coups qui te font mal, et ça, tu t'en souviens tout le match. Ouais, pour moi, c'est de la frustration, mais c'est du caractère également. Tu as parlé de Danault versus McKinnon. McKinnon a joué encore 21 minutes hier. Fait qu'il y a ça aussi dans le facteur. Tu sais, moi, je pense pas que ce sera l'avantage de Claude Julien de dire je vais jouer Danault 21 minutes contre McKinnon. Je pense qu'il va falloir qu'il le prenne en comité puis que Thompson va avoir son mot à dire là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord. Parce qu'en plus... Oui, mais un comité de 2, Martin, pas 2-3. Là. Un comité de 2, oui. Puis je formerai un trio avec Thompson. Qui peut aider Thompson? Thompson, c'est pas Danault, là. Peut-être, je positionnerais peut-être un gars comme Will, qui est hargneux, qui est rapide pour revenir, puis l'économe. Je formerais un trio qui peut être, parce que là McKinnon, il joue pas tout seul là-bas. Oui, mais à l'entraînement, on avait Thompson avec les mêmes trios que la dernière fois. Ça veut dire Pekka à sa gauche, puis Will à sa droite. Non, mais moi, je te dis ce que moi je ferais, mais je suis dans mon salon à soir. Non, je vais être à l'antichambre, puis je vais dire, je vais faire la vague quand le Canadien va marquer des buts, c'est tout ce que je peux faire. Mais si j'avais à prendre une décision, j'essaierais de faire un trio qui peut faire, en tout cas, parce que c'est vrai que 21 minutes, puis McKinnon aussi carbure autant de glace. Ça, c'est un point d'interrogation, mais 2 matchs en 2 soirs. D'ailleurs, pour les gens là, qui vont suivre le match à RDS, le match est à 19h. Et le capitaine... C'est bien mélangeant. Je pensais que c'était 19h30 à cause du jeudi. C'est 19h ce soir? On va voir. Je me suis tellement souvent cette année. Mais j'ai dit 19h à la radio. J'espère 19h ce soir, le match. 19h. Ce que j'allais dire, c'est qu'ils vont certainement... C'est un game time decision là, pour Landeskog. Ouais. Ça va pomper. Ils ont gagné hier pour avoir une petite baisse de régime parce qu'ils ont battu le gros club. Fait que là, ils vont arriver avec le capitaine peut-être dans la formation ce soir en plus avec Rantanen puis McKinnon. Ça ne sera pas de la table. Non, puis de toute manière, Canadien, dans le moment, toutes les équipes qu'ils rencontrent, ça ne sera pas de la tarte, nos sucres, nos pommes, nos framboises. Il faut qu'ils gagnent 2 points. Là, il faut arrêter de dire, 2 matchs en 2. On s'en sac, besoin de victoire. Donc, si tu peux jouer 4 matchs en 4 soirs, viens jouer chez nous le 4e, on va te battre. C'est ça que Claude Julien a comme mentalité.
Puis je pense que, comme toutes les explications que tu as données, Martin, pour savoir que c'est plus facile à Montréal parce qu'on peut utiliser Dano plus souvent contre McKinnon que Panarin à New York, c'est pour ça qu'on donne le match à Primo ce soir. Puis ça, c'est correct. On verra ce que le jeune va nous donner en progression depuis qu'il a fait le camp d'entraînement du Canadien et depuis son rappel avec le Canadien. Oui, et Fancy Pants sur nos pages, là. Puis écrivez vos noms. Quand vous avez des noms comme ça, Fancy Pants. Eric. C'est Eric? Je ne m'en souvenais pas. Eric, il a un bon point. Il dit attention, les gars, la ligne de Caluet joue très bien. Et c'est la raison pourquoi il est allé chercher Caluet, avoir un deuxième centre digne de ce nom. Tu as Donskoy aussi qui produit cette année, puis finalement, il va jouer peut-être sur le trio de Kadri. Parce que c'est Landeskog, un autre bon point, Luc. Donc, ils ont raison. Puis Bender, personne n'en parle, fait une sapristi job. Oui, mais il reste aussi, il fait une bonne job, mais juste pour venir sur Kadri, n'oubliez pas qu'il prend de très mauvaises punitions aussi. Donc, facile de dire Kadri, mais s'il positionne son équipe dans des avantages numériques, c'est pas vraiment mieux non plus. OK. Gas, ce soir, l'antichambre? Ce soir, je fais l'antichambre, je fais 360, puis je vais vous dire ce que je m'attends du Canadien. Ce soir, je m'attends à ce que le Canadien ait bâti quelque chose depuis le dernier match. Ce que j'aimerais, c'est un copier-coller. Le Canadien, il ne faut pas qu'il rouvre les valves contre Colorado. S'il était capable de prendre le match qu'ils ont joué contre les Islanders de New York et le coller à Colorado, ça serait fantastique. D'être patient, profiter de nos occasions, avantages numériques. Puis sincèrement, là, je sais, vous allez en parler peut-être après que je vous ai quitté, là, mais il faut que Domi joue du hockey et du gros hockey pour le Canadien. Ils en ont grandement besoin. Tu as raison. C'est tellement un bon point, Gaston. Puis Patrick Lacombe sur Facebook venait juste de mentionner le nom de Domi. Fait que tu viens de devancer un peu son commentaire et sa question. Excellent point. Gas, les gars. Gros merci. Félicitations de tes codes d'écoute. Mangez vos biscuits. Puis en passant, Martin, tes biscuits ont l'air vraiment bons. Je les ai pas vus, j'ai pas goûté. Mais je regarde ton tour de taille, toi, tu as l'air les apprécier. Salut, messieurs! C'est toute une finale. Salut, Gas! Bye! Salut, les amis! Salut. Bye. Il peut pas faire des blagues parce que lui, je sais pas si vous avez déjà rencontré Gaston en personne. Pas de gras là-dessus. Non. Encore très en forme, le Gas. Non, puis c'est un bon joueur de hockey, même à son âge âgé. Encore une bonne garnotte. Oui. Tout un plan. Méchant plomb. Tout un plan. Je vais lire, on va établir la communication avec Bruno Gervais. Je vais lire quelques commentaires, évidemment, sur Primo. Puis ça va vite sur nos pages Facebook et rds.ca. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens... Pierre-Olivier, reste là. Je vais parler de ton point. Je l'ai pris dans mes notes. J'en parle avec Bruno. OK. Sylvain Robert, belle façon de voir ce que Primo a dans le ventre. On a déjà vu un gardien recru arriver, faire le travail. Et là, il spécifie aujourd'hui est au temple de la renommée. Bon, c'est tôt comme comparaison. Mais effectivement, tant qu'à avoir un premier test, tu l'as contre McKinnon, peut-être Landeskog avec Rantanen. Puis on va en parler avec Bruno. Là. On n'a même pas parlé de Carl McCarr qui connaît une saison. Sais-tu quoi? Il est recru de l'année. On est sûr de ça. Oh, oui. Il est en train de challenger pour être le défenseur de l'année. Oh, oui, bien c'est sûr que John Carlson connaît une saison phénoménale. Là, on s'entend. Si c'était pas de lui, il va être un candidat, d'après moi, s'il continue comme ça. Je suis d'accord avec toi. On va rester sur Facebook. Hein, oui, puis Pierre-Olivier, tu parlais de Fantos, toi? Oui, j'avais pris en note. Puis je vais en parler parce qu'elle est en passé. Il a joué une saison. Tu sais, l'Avalanche l'a amené avec eux autres. Là, ils ont signé un contrat. Ils ont dit va dans la Ligue américaine. Je l'aimais beaucoup l'an passé. Il a mis des statistiques vraiment impressionnantes. Je l'ai gardé pour Bruno en me disant peut-être qu'il l'a vu l'an passé en suivant le Rocket. Sinon, on va en parler là, pour les gens comme Pierre-Olivier qui connaissent le bonhomme, qui connaissent toute une saison. Même chose. P.O. Lapierre dit gros challenge pour Primo. J'ai hâte de voir s'il va avoir les reins solides. Je pense que ses parents vont assister au match aussi. Et je salue Gab qui dit je trippe. Premier match à vue au Centre Bell ce soir. J'ai la chance de voir Primo jouer son premier match dans la LNH. Ça, c'est des choses que tu te souviens. Mettons, Primo fait une carrière de 12 ans. Ben oui. Lui, il va dire j'ai vu son premier match. Puis Pierre-Olivier, dont tu mentionnais le nom tantôt, il dit il se rappelle son premier match à vie. Il voulait voir son joueur préféré qui était José Théodore. Il dit j'ai vu Jeff Hackett qui a fait une mise en échec derrière le filet. Donc, ça l'a marqué. Tu viens de le mentionner que ça va marquer Gab. Oui, la péchette de même de monde qui se déplace pour voir, mettons, Patrick Roy ou tu te déplaces pour voir Carey Price, puis c'est pas ça. Là. C'est des... Attends, on va dire c'est là Bruno. Bruno, salut, comment ça va? Hey, salut les boys. La péchette d'un gars qui se déplace pour voir un joueur en particulier puis qui n'est pas sur le terrain. J'ai des chums qui partent à Boston voir les Red Sox à l'époque pour aller voir Roger Clemens. OK. Qui était prévu pour avoir le départ. Prévu pour avoir le départ. Ils partent le dimanche matin très tôt. Le match est à 13h. Ils vont au match puis ils reviennent.
Ils font l'aller-retour 10h, 11h le char pour voir le Rocket, Roger Clemens. Il arrive là, Roger ne file pas. Il a la grippe. Il a du sang dans ses selles. Et c'est Joe Westcott, l'ancien des Expos, qui lance pour les Red Sox. Ouais, écoute, il n'y avait rien de plus débossant que ça, d'aller repogner un ancien Expo à Boston alors que tu vas aller voir Roger Clemens. Comment ça va, mon beau Bruno? Moi, ça va très bien, vous autres. On est en feu, on est en feu. Écoute, c'est tellement... tu étais privé au programme, puis il s'est passé tellement de nouvelles avec le Canadien qui te concernent. Pourquoi? Hier, tu faisais la description du match, tu faisais l'analyse au match des Rockets. Payling, gros match, je veux t'en parler. Je veux te parler de Olofsson qui a été retourné. Je veux te parler de Otto. Je veux te parler de Pavel Francouz. Je veux voir si tu l'as vu l'an passé alors qu'il a fait une saison complète, une bonne première saison dans la Ligue américaine. Puis cette année, je pense qu'il est 9,20 ou 9,28 en pourcentage d'arrêt. Bref, on a du stock en masse à jaser. Premièrement, Otto, c'est-tu mieux que Volvo? Olofsson? Selon moi, à mes yeux, depuis le début de la saison, oui. Olofsson, c'en est un qui avait l'expérience. Cette année, il avait besoin de millage. Tu l'as vu, il l'a mentionné lui-même quand il est revenu. On dirait que les choses se sont passées trop vite pour lui. Il s'est mis dans le trouble, il s'est déporté. Avec son positionnement, ça a rendu les choses compliquées pour lui. Il s'est compliqué un peu la vie, puis c'est là que tu vois qu'il manquait un peu de millage. Il a joué juste 2 matchs l'année dernière. Il commence à prendre un rythme dans la Ligue américaine. Moi, Otto Leskinen, il a fait de belles choses dans la Ligue américaine. C'est le genre de joueur que quand Xavier Ouellet s'est blessé, il a été demandé à en prendre un peu plus. Et certains défenseurs, à certains moments, que d'en prendre plus, c'est pas évident. Ça vient changer un peu leur jeu. Ça se fait graduellement. Puis il était peut-être plus ou moins prêt à prendre les minutes de Xavier Ouellet. Mais il faisait très bien dans sa chaise. Il a exécuté des jeux. C'est le genre de joueur qui a une excellente vision sur la glace. Il y a plusieurs jeux planifiés que le Rocket essayait. Puis quand c'est lui qui était là, ça fonctionnait. Il y a cette patience-là avec la rondelle. J'aimais bien son positionnement. Il amenait de bonnes choses, mais surtout la façon qu'il distribue la rondelle. Il y a eu des bons moments pour lui avec le Rocket. La dernière fois qu'on avait parlé de Otto, tu m'avais dit il n'est pas meilleur à Laval que Kulak quand il était à Laval. Non, exactement. Et quand Kulak était avec le Rocket, c'est lui qui jouait les grosses minutes. C'est lui qui avait le rôle un peu d'Xavier Ouellet. Ce que Xavier Ouellet faisait depuis la saison. Xavier a fait un retour au jeu hier, puis il est revenu en force. Il a tellement un impact sur le match. Il joue à toutes les sauces. Et c'est ce que Brett Kulak faisait quand il était avec le Rocket. Il avait beaucoup de qualité dans son jeu. N'importe quoi, dans n'importe quelle situation, il était très solide. Leskinen est bon. Il bouge bien la rondelle. Il voit des choses. Il n'a peut-être pas la même présence défensivement que Kulak avait avec le Rocket, mais il y a 1000 autres facteurs qu'on ajoute à ça. Ça ne veut pas dire parce qu'un joueur est meilleur que l'autre à un certain moment dans la Ligue américaine qu'il ne peut pas faire mieux que lui dans la Ligue nationale. C'est pas vrai. Il y a des joueurs pour qui c'est plus difficile dans la Ligue américaine, puis qui arrivent dans une structure dans la Ligue nationale, ça va beaucoup mieux. Des fois, c'est juste avec l'entraîneur, la façon que le système va être établi. Il y a 1000 facteurs qui viennent influencer ça, mais si on compare au même moment, dans les circonstances à Laval, je voyais Kulak un pas en avant. C'est toi qui prends la décision. Là. C'est toi qui conseille Claude Julien. C'est qui ton 6e défenseur? C'est-tu Riley? C'est-tu Otto? C'est-tu Olofsson? C'est-tu Ouellet? C'est-tu Osner? C'est qui? Puis, je vais faire la même blague qu'un auditeur a dit sur nos pages, c'est Martin. Il dit, sérieusement, je me sens comme si on avait une fuite d'eau à gauche. Là, on peut-tu fouiller dans le coffre, pogner la roulette de Teflon, là, faire une coupe de tour, puis sceller ça en attendant dans la quincaillerie, chercher le vrai outil pour réparer le problème. C'est qui le Teflon qui va empêcher l'eau de couler? Si tu avais à conseiller Claude Julien, c'est qui tu mettrais là? Moi, ça serait Xavier Ouellet. Il n'a pas connu un bon camp. Puis les matchs que je l'ai vu jouer dans les matchs hors concours, je voyais en lui un gars qui avait cette pression-là, qui voulait tellement bien faire pour rester, puis qui savait que juste de jouer son jeu, ça serait peut-être pas assez. Il a essayé d'en faire beaucoup, notamment le match en concours à Toronto. C'était pas du Xavier Ouellet. C'était pas lui. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent dans les camps de sélection. Et là, dans les mineurs, il a tellement été une force, il est tellement un joueur d'impact pour le Rocket, à toutes les sauces. Dans le match hier, encore une fois, c'est un 5 contre 3 pour toi, il est sur la glace. C'est un 5 contre 3 contre toi, il va embarquer sur la glace. Il est partout.
les prises de décision qu'il fait, il a l'expérience. C'est peut-être pas la vitesse, c'est pas le gars le plus rapide, mais il est intelligent, pense bien le jeu. Moi, ça serait le joueur qui a de l'expérience, qui est prêt, qui pourrait se glisser dans la chaise du 6e défenseur, faire son rôle, faire ses choses, puis bien faire pour le Canadien et d'être capable de prendre un 12, 13, 14 minutes pour justement que Sherratt n'ait pas à faire ses 30 minutes par match. OK, j'aime ça. Ouellet, ça nous amène ailleurs. OK. Poehling, hier. Excellent match. Excellent match de Poehling. C'est son meilleur? De ce que j'ai vu, oui, un de ses meilleurs, c'est sûr. Probablement le meilleur. Et oui, c'est sûr qu'il allait avoir 3 mentions d'aide, première étoile. Il y a eu 3 mentions d'aide en avantage numérique. Il a été solide. Mais c'était pas... C'était des jeux simples qu'il faisait. C'est le fait qu'il était sur la glace. C'était pas des jeux phénoménaux. Mais moi, ce que j'ai retenu de son jeu, c'est son implication. Excellent sur l'échec avant, gagner ses batailles 1 contre 1, les décisions qu'il prenait défensivement. Là, il devient le joueur responsable dans les deux sens de la patinoire. Le nombre de fois qu'il faisait un bon repli défensif, venait couper un jeu, sa lecture de jeu, venait en territoire défensif, gagner une bataille, mettre fin à un contrôle de rondelle, l'équipe adverse dans leur territoire. Il a fait beaucoup de choses pendant le match qui n'était pas sur la feuille de pointage. Et c'est le bonus. C'était son premier match de 3 points dans la Ligue américaine. Je sais qu'il l'a déjà fait dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine, c'était son premier. Et un excellent match de sa part. Hey, Bruno. On veut on veut qu'il fasse ça au moins pendant un mois, mettons, avant de penser à le rappeler. Je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, qu'ils prennent tranquillement cette équipe-là sur les épaules, qui prennent de plus en plus de responsabilités. Il y a Jake Evans qui va super bien présentement. Tu as des jeunes tranquillement qui deviennent plus confiants. Josh Brook a joué un excellent match. J'ai sorti quelques jeux pendant les entractes de ses prises de décision qui étaient peut-être sa lacune depuis le début de la saison. Il y a tellement de beaux outils, lui, comme joueur. C'est juste de prendre les bonnes décisions. C'est des joueurs qui sont en train de prendre le contrôle. Puis tu vois, un détail, Patrick Friolet était sur la glace après pour faire l'entrevue avec Ryan Poehling. Il parle de la première étoile, 3 mentions d'aide, une grosse victoire. Puis la première chose qu'il mentionne, Joe Cox, un joueur de soutien du Rocket, est sur la glace pour terminer le match. Et il a bloqué 2 ou 3 lancers sur réception. Je pense qu'il en a reçu un en arrière de l'épaule, un dans les côtes. Il a payé le prix. Il avait mal. Et ces genres de joueurs, les joueurs du Rocket étaient debout sur le banc quand il bloquait ces lancers-là. Il a aidé son équipe à protéger l'avance. Et la première chose qu'il dit, peut-être que j'ai été nommé la première étoile, mais la vraie étoile de ce match, c'est un gars comme Joe Cox qui a sacrifié son corps. Il n'a rien fait de sa feuille de pointage, Joe Cox. Il a joué un bon match, mais il prend le temps de souligner ce que Cox a fait sur la patinoire. Et ça montre des signes d'un gars qui est capable d'être un leader, qui est capable de voir le concept d'équipe. Puis j'ai adoré ce détail-là à la fin du match. OK. Je vais prendre la question d'un auditeur, Bruno, puis tu vois, ça va aller bien. 2-3 petites questions à rafale. Tim Riggins sur notre page en genre, c'est la première fois que je vois son nom. Bienvenue si tu es nouveau avec nous. Il dit est-ce que Otto et Olofsson ont obtenu une vraie chance? Évidemment, Otto, c'est ce soir, là. Mais dans le cas d'Olofsson, qui joue 2 matchs, puis après ça, il se tape sa tête, puis il dit hey, j'étais pas prêt, tout ça. Comment un joueur qui redescend en bas après avoir goûté à la Ligue nationale, mais 7-5 minutes, c'est quoi son état d'esprit quand il arrive en bas, puis il se dit-tu, hey, j'ai pas eu de chance, j'ai pas joué mon temps de glace régulier, ou comment ça se passe de ce côté-là? Bien, dans son cas, ce qu'il a mentionné, lui, c'est qu'il était déçu de sa prestation. C'est sûr qu'il a fait des erreurs, il s'est mis dans des positions difficiles, mais c'est dur pour un défenseur d'être sur la patinoire 6-7 minutes et de sentir dans le match. T'as un point, là, tu sais, je me mets dans ses patins, là, en 3e période, quand il y avait un 6 minutes de jouer dans la rencontre. T'as pas le goût d'embarquer en 3e période. Surtout quand le match est sur la ligne, tu sais, t'es pas dans la rencontre, t'es pas en confiance. Puis tous les joueurs, là, qui ont joué Mondrama, tu le sais, que quand t'embarques pas souvent comme ça, c'est difficile. C'est une situation dure. C'est sûr que si l'entraîneur te tape sur l'épaule, tu diras pas non merci, prochain coup. Tu y vas, mais c'est difficile pour lui. T'es pas en confiance, t'embarques sur la glace. Tu veux juste pas faire d'erreur. Et les Bruins, c'est le genre de choses que les entraîneurs voient. Tu sais, il y a eu la séquence, il voit où la seconde Colosson embarque sur la glace. C'est un ressort qui était sous David Pasternak. C'est un signal, il embarque, il en profite.
c'est pas évident. Puis là, tu redescends avec ça, fait que ça te joue dans ta tête, ça reste dans ta tête. Ouais. Ça dépend beaucoup de la communication. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'était juste de voir, tu sais, il y a un processus à faire pour lui, on en parlait, il est encore en train de se développer. Il a besoin de ce mélange-là. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une conversation? Parce que moi, je me rappelle, la première fois que j'ai été rappelé avec les Islanders de New York, j'avais une très bonne saison dans la Ligue américaine. Et la première fois qu'on m'a rappelé, je devenais comme le 7e défenseur. Et c'était au mérite. C'était comme une récompense. Je faisais 2 présences en première période, 2 présences en deuxième période, puis là, mon match était terminé. Fait que je pouvais détacher mes bottines, puis je regardais le match. Mais il y avait une conversation. Tu sais, leur objectif à eux, c'était que je fasse des entraînements de la Ligue nationale, que je connaisse les gars, que le voyagement, que je joue quelques matchs. Mais tu le savais, comme tu dis, il y avait une communication, ouais, c'est ça. Fait que moi, quand je suis redescendu, tu venais de me motiver au maximum parce que je veux m'en aller là, c'est là que je vais aller. J'avais regardé les Alexis Zipnik, Yanni Nima jouer, s'entraîner, se préparer. Je dis, c'est ça la Ligue nationale. Fait que c'est comme si j'avais eu le droit à un regard de ce qui s'en venait. Puis là, j'étais motivé, mais la conversation était dans cette direction-là. Je le savais. Je savais à quoi m'en tenir. J'étais redescendu dans la Ligue américaine, motivé, prêt. Là, s'ils font juste le rentrer dans le bureau et ils disent merci, bonsoir, bonne chance à Laval, lâche pas. Ben là, le gars va faire beaucoup trop de travail mentalement et peut-être suranalyser tout ça, voir du noir. Tu sais, c'est là que tu veux juste le guider dans ce processus-là. Puis c'est pour ça que d'avoir Joël Bouchard, je suis certain que c'est le genre de choses qu'il sait, lui. Il sait que la seconde coloration arrive, lui laisser son espace, savoir quand aller parler, quoi il dire, puis quoi travailler avec lui. Puis, je prends la question d'André par rapport à Xavier Ouellette. Là, il dit oui, il y a une question de ballottage dans son cas, là, comme Charles Hudon, par exemple. Là. Mais je prends la question sur Ouellette, puis tu en as parlé tantôt. Puis tu as peut-être été. La comparaison est vraiment boiteuse. Tu as peut-être été dans cette situation-là du gars qui veut remonter. Il voit les autres remonter. Dans son cas, il était blessé, Ouellette. Là. Mais t'espères quasiment que Otto, t'espères quasiment que Olofsson, ça ne fonctionne pas pour que le prochain soit toi. Ça doit être ça, j'imagine. Ben, tu sais, OK, peut-être que si on veut être honnête, par la vente, tu ne pas juste avoir ta chance. Mais, tu sais, Xavier Ouellet, c'est pas pour rien qu'il est capitaine à Laval, puis c'est un gars d'équipe, c'est le dernier très humble, le dernier à vouloir parler lui-même, tout le temps à vouloir aider les autres. Tu souhaites du succès aux autres. Lui, il faut juste pas qu'il arrête de croire. Tu sais, c'est sûr qu'il va remonter dans la Ligue nationale. S'il avait abandonné l'idée, puis il ne voulait pas remonter dans la Ligue nationale, ça serait pas long que Joël le sortirait de Laval. Les gars qui sont là, c'est tous des gars qui rêvent, qui poussent, qui veulent être dans la Ligue nationale. C'est comme ça que tu bâtis, c'est ça ton moteur de l'équipe dans la Ligue américaine. C'est comme ça, c'est la motivation des gars, c'est normal. De là à souhaiter du malheur aux autres, non. Mais là, tu te dis, OK, là, je veux ma chance. Là. Il est revenu au jeu, il a eu un excellent match hier. C'est lui qui aurait dû être le premier rappelé, selon moi. Il était blessé. Avec là, c'est d'être capable. Lui, il l'a vécu. Là, il l'a vécu à Détroit, il l'a vécu à Montréal. Il sait que c'est long une saison de hockey. Fait que son tour va venir. C'est juste que le synchronisme soit meilleur. OK. Je veux garder le temps qui nous reste là, pour parler de Primo, puis je vais te demander si tu as vu Francouz. Fait que les gens qui sont sur Facebook, commencez à penser à venir sur rds.ca parce que après Bruno, on va avoir en FaceTime David Perron qui va être avec nous autres en direct. Donc, si vous avez des questions pour lui, gênez-vous pas. Juste avant que je te pose des questions sur Primo Francouz, il y a 2 personnes, 1000_11, c'est pas un CV. Gaétan. Et il y en a un autre qui a posé la même question. J'aimerais ça le nommer en nom. Sur les blessures. Matrice 21, lui aussi, je ne sais pas c'est qui son nom. Il a écrit son prénom un petit peu plus bas. Là. Benoît. Les 3 blessés d'hier, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que Benoît Brunet est là? Pourquoi? T'as dit Benoît? Non, il n'est pas là. Non, c'est les gens qui posent des questions. C'est le nom des auditeurs qui posent la question. Ouais. Ils ont regardé le match sur RDS hier avec toi et Steph Leroux. Il y a 3 joueurs à l'attaque qui ont quitté du côté du Rocket. Evans, Dale Weiss puis Belzile. On te demande si c'est pas longtemps. C'est très, très tôt pour le dire. C'est ce que je pense. Belzile, ça tenait ce qui ressemble à un poignet, à une épaule. Selon moi, dans les 3 cas. Evans, c'est un lancé. Je sais pas, à ce moment-là, c'est tout dans les 3 cas, c'est le genre de choses que tu vas réévaluer le lendemain. Est-ce que c'est juste une échymose? Est-ce que c'est une petite en torse? Peu importe ce que ça peut être. Evans, il a reçu un lancer. Malheureusement, il faisait dos à la rondelle. Si tu veux bloquer un lancer, un conseil aux jeunes, tes pads sont en avant. Tourne-toi pas de dos à la rondelle. Ouais. Ça fait mal.
C'est ça qui est arrivé. Il a reçu une rondelle. Belzile, c'est une mise en échec. Il est arrivé sur le long de la bande. Il est un peu, pas pareil comme Pacioretty, mais à l'image là, de la baie vitrée qui commence, il s'est cogné à ce coin-là. C'est aujourd'hui qu'il va y avoir une évaluation. S'il y a des tests à faire, c'est là qu'on va voir. Mais tu sais, c'est une équipe qui revenait en santé. Dans la Ligue américaine, c'est tout le temps le défi parce que c'est des joueurs qui sont rappelés. Charludon a été rappelé, Mathieu Péka a été rappelé. Là, tu as des blessés en plus de ça. Ça vient vraiment tester la profondeur. Et c'est là que tu as un Ryan Poehling, un Jake Evans, il en était un, mais des jeunes, Luca Vedemo, qui joue très bien présentement, vont devoir continuer à prendre les bouchées d'eau pour tenir l'équipe près du place en série. Juste complément d'information, Patrick Frélin nous a indiqué que les trois faisaient le voyage pour les matchs en fin de semaine. Je ne sais pas s'ils vont jouer, mais ils font le voyage. Très bon signe. OK, une minute pour parler des deux gardiens. Primo, à quoi tu t'attends? Puis Franco, tu l'avais-tu vu l'an passé en Ligue américaine? Moi, je ne l'ai pas vu en Ligue américaine parce que dans la Ligue américaine, c'est deux ligues différentes quasiment. Le Rocket, là, il leur reste 52 matchs ou 56 matchs, je pense, puis il reste 3 matchs contre les équipes de la Conférence de l'Ouest. Ouais. Il en joue 5 dans l'année, puis 4 de ces matchs-là, c'est contre le Manitoba. Ça donne une idée que tu vois pas les équipes de l'Ouest du tout. La seule fois que je sais sur Francouz, comme tu dis, c'est que ça se prononce Francouz. Oui, il y a quelqu'un qui m'a pris, je sais. C'est la seule chose que je sais. Le reste, on va le savoir ce soir. Je sais qu'il a été phénoménal dans la KHL. On va le voir, mais c'est Francouz. Francouz. Ouais, Primo? Primo, et lui, son éthique de travail, son calme, c'est très, très, très impressionnant. J'ai hâte de le voir s'il va être capable de maintenir ce calme-là ce soir. Ça va être le défi pour lui. Mais son éthique de travail... Tu t'attends à quoi d'abord si tu as hâte de voir ça? Tu t'attends-tu qu'il va être capable parce qu'il est tellement calme? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il va être capable. Il n'est pas dans une situation avec énormément de pression. C'est sûr qu'il va s'en mettre. C'est impressionnant, le Sandbell et tout, mais il peut pas... C'est un jeune qui savoure l'expérience, qui élise ce premier match-là, qui en profite, qui fait ce qu'il peut. Puis, ça fait partie de son processus de développement. Qu'il s'en fasse scorer 7 dans la première minute, c'est pas grave. C'est un espoir excellent. On va voir ce qu'il va faire. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que lui, au niveau universitaire, c'est pas quelqu'un qui joue beaucoup. Même que l'entraîneur lui demandait de ne pas toucher trop à la rondelle. Puis là, depuis qu'il est avec Laval, il travaille beaucoup sur cette facette du jeu-là. Fait que là, dans la Ligue nationale, ça y est encore plus vite. Puis, tu sais, quand tu as un gardien, tu t'attends à ce qui t'aide au moins à arrêter les rondelles et la placer à la bonne position. Fait que j'ai hâte de voir cet ajustement-là. OK. Bruno, tu sais comment j'aime mon équipe. David Perron nous écoute. Je vais lui dire bonjour. Et si tu as envie de dire en pleine face qu'est-ce que tu penses de son jeu, tu pourras. David Perron, salut. Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. Si tu savais tout ce que Bruno dit contre toi, là, ça n'a pas de sens. Bon, là, il brasse, hein? Toi, tu brasses la marmite, Martin. Hein? Pas surpris de toi, Martin, pas surpris. C'est ça? Oui, c'est ça. Vas-y, arrange-toi avec ça. Non. Hey, Dave, en plus, jamais un mauvais mot. Puis en plus, on t'a mentionné dans le super balado Max et Bruno, qui est disponible sur toutes les plateformes. On fait tout le temps un petit segment Fleur de Lys. Puis t'es dans notre segment Fleur de Lys, on parle des Québécois qui vont bien à travers la Ligue. T'es mentionné là-dedans. C'est un autre superbe saison. Bravo, mon Dave. Puis laisse pas Martin brasser du groupe de même. Martin, ça va te rattraper, ça. Je le sais, tu sais que je le fais. Merci, Bruno. Regarde, je suis bien content d'entendre ça. Puis je suis bien fier d'être Québécois. Je suis bien fier de supporter les autres Québécois. Ça a toujours été le cas dans mon cas. Donc, c'est super le fun. Merci. Bonne chance de la saison. Salut Bruno, un gros merci. Yes. Salut Bruno. Martin l'a mentionné pour les gens de Facebook, on va mettre fin au Facebook Live. Vous avez eu un avant-goût, David Perron est avec nous autres, fait que si vous avez des questions tout au long de ce segment, n'hésitez pas. Merci aux gens de Facebook, on se retrouve sur rds.ca. Exactement. David, un gros merci. Je sais que vous étiez sur la route à Pittsburgh, voyagez à la maison. Pour les gens qui nous écoutent, nous donner une idée, ça rentre à quelle heure un joueur de hockey? Hier, on est rentré, je pense, autour de 2 heures du matin. Après le voyagement, on était chanceux. On a gagné 1 heure de décalage, donc c'est pas si pire. Je me suis levé, j'ai sauté dans la douche, répondu à ton message texte, pris un petit café, puis regarde, là, on est FaceTime ensemble, donc ça me fait plaisir. Les journées de congé comme aujourd'hui, c'est-tu calé d'avance ou après le match, le coach a dit « OK, les gars, beau voyage, congé demain ». Oui, il y a un peu des deux, mais c'est sûr qu'on a 4 jours par mois là, depuis 2012-2013, depuis le lockout. On a perdu de l'argent, on a perdu certaines affaires, mais ça, c'est de quoi qu'on a gagné. Anciennement, dans mes débuts de ma carrière,
Si on avait un bon match hier, par exemple, on aurait sûrement eu un day off aujourd'hui, mais comme on a perdu 3-0, probablement que on aurait eu une pratique. Donc, c'est ça qui est différent pour les familles, je pense que c'est idéal. Tu as la chance de planifier des choses, d'avoir de quoi avec tes enfants. Tandis qu'avant, ben, c'était vraiment au jour le jour. Tu prévoyais une journée, aller au zoo, peu importe, ben, ça pouvait être cancellé à la dernière minute. C'est clair. Ici à Montréal, on est chanceux, ils jouent presque jamais le dimanche. Fait que c'est pas mal souvent le dimanche. Je sais pas si c'est la même affaire que vous autres, tu régulier pas mal sa journée? Ouais, c'est sûr je pense qu'on essaie que ce soit les fins de semaine, justement pour les familles. Souvent, les enfants ont de l'école, peu importe. C'est ça. Je regardais justement notre horaire avant sur mon ordinateur avant qu'on se parle. Je pense sur les 40 derniers jours, on était 34 jours qu'on était soit sur la route ou qu'on avait un match à la maison. Donc, on a un horaire chargé ces temps-ci. Je pense que ça va pas vraiment changer. Je pense que l'horaire, plus que ça va dans la saison, ça s'intensifie. Mais on est habitué à ça. Jean-François Tremblay qui aimerait un auditeur qui dit dites merci à Dave de ma part, je l'ai pris dans mon pool puis je le mène mon pool. Fait que qui continue comme ça. Tu prends-tu une cote, quelque chose? Pas si pire pour un choix de dernière ronde. C'est pas ça qu'a dit David Perron. OK. Qu'est-ce qui est arrivé à Pittsburgh? Puis, tu sais, je dis ça, c'est tellement le fun de poser ces questions-là après une défaite parce que tu joues avec les Blues, vous êtes en tête de la division. On sent que malgré la défaite, hey, c'est sur contrôle, ça va se replacer. Fait que je me permets la question. Qu'est-ce que vous avez fait hier, 3-0 contre Pittsburgh? Regarde. Je pense que c'est des choses qui arrivent. Ils ont marqué le premier but. On a eu un avantage numérique en début de match. On a mis beaucoup de pression. Avoir marqué un but là, ça aurait peut-être changé l'allure du match. Pittsburgh sont une équipe comme nous autres en ce moment. Ils ont beaucoup de blessures. Donc, souvent, ça donne la chance à certains jeunes de jouer plusieurs minutes. Puis les jeunes, ils ont vraiment bien joué hier. Donc, tu sais, je pense que ça a été ça la différence. On voit aussi contre Chicago, le match d'avant, c'était le même principe. Il y avait même un joueur de moins dans l'alignement à cause de leur problème de cap salarial. Puis on avait vraiment peur justement avant le match que le même scénario se produise. Donc on a joué un bon match là-bas. On a essayé de recréer la même chose à Pittsburgh, c'est pas arrivé. En plus, tu as joué là à Pittsburgh. C'est plus un mythe, là. C'est prouvé avec des chiffres. Comment t'expliques que quand Malkin disparaît, Crosby, aussi bon il est, il augmente son niveau de jeu. Puis quand Crosby disparaît, Malkin joue comme il joue jamais quand Crosby est là. Regarde, c'est intéressant. C'est sûr que moi, quand j'étais là, je pense que les deux ils étaient en santé la majorité du temps. Donc, j'ai pas vraiment vécu ce scénario-là. Je sais que tout le monde en parle. Mais oui, c'est sûr que je pense que les deux joueurs, chacun de leur côté, quand il manque un des meilleurs joueurs de l'équipe, ils veulent vraiment augmenter leur niveau de jeu. Vraiment que ça paraisse pas qu'il manque un joueur. Tu sais, c'est un peu le même principe avec nous autres. Là. On manque un gars comme Tarasenko. On essaie de quand même garder la cadence. Je pense que ça a bien été. Je l'ai mentionné, là, le nombre de jours qu'on a eu sur la route ou un match à la maison. Puis on a quand même eu une bonne fiche depuis ce temps-là. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de voir Sid comment qu'il dirait ça avant de revenir au jeu. J'y ai parlé après le match hier. Et il avait l'air en santé tout. Donc, j'ai hâte de le revoir au jeu. Tu t'as ouvert la porte. Quand retour à Pittsburgh, t'en profites-tu, exemple, pour jaser avec les gars comme Chris Letang, tout ça? Oui, exactement. D'habitude, là, j'ai pas parlé avec Chris hier. On s'est parlé par message texte. Je sais pas s'il y avait des petites blessures ou quelque chose. Mais non, Chris est un de mes meilleurs chums dans la Ligue nationale. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière. Comment, d'une certaine manière, malgré son salaire, je trouve qu'il est underrated. Il travaille tellement fort. Il fait tous les petits détails sur la patinoire. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme un joueur offensif en tant que défenseur, mais moi, personnellement, avoir joué avec, c'est l'affaire qui m'a impressionné le plus, son côté défensif. Comment il break des 2 contre 1, plein de petits jeux de même. Donc, j'étais impressionné de lui vraiment. J'exagère-tu à son pic à m'emmener là, parce qu'il a tellement été blessé, puis je me souviens plus c'est quelle saison, mais tu sais, il était à 1 point par match. Là. Ce gars-là, s'il n'est pas aussi blessé, il y a un Norris dans sa bibliothèque comme chez vous. Ouais, je pense que oui. Je pense que Chris, comme je te dis, là, quand j'ai joué avec lui cette année-là, il y a eu une commotion vers la fin de la saison. J'étais extrêmement impressionné de son niveau de jeu. Selon moi, c'était le meilleur défenseur de la Ligue nationale à ce moment-là. Puis oui, peut-être je suis biaisé, oui, c'est un autre Québécois, etc. Mais je suis capable de faire la différence. Puis j'étais, encore une fois, là, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. David, Pat te pose une question. Je sais pas, les gens veulent parler de Paul aujourd'hui. Là. Il y en a beaucoup. Ouais, il dit il était dans son keeper. Il dit tu vas tellement bien au salaire que tu gagnes que tu es une aubaine pour lui. Il va être obligé de t'inclure dans une transaction majeure. C'est bon, ça? Regarde. Tant mieux, merci beaucoup. C'est le fun.
plus sérieusement, un auditeur qui écrit, c'est Klebsman, je me souviens plus de son prénom malheureusement, il aimerait savoir pourquoi un défenseur comme Parayko n'obtient pas plus de succès offensivement, plus de buts malgré le tir puissant qu'il possède. Puis il parle de malchance ou un manque de précision parce qu'il y a 2 buts, je pense, dans les 30 matchs. Tellement, c'est un manque de chance, c'est un manque de précision. C'est vrai qu'il y a une garnette, là, lui. Ben, je l'ai mentionné. Tu sais, Colton, l'année passée en série, selon moi, tout le monde parlait de... Puis j'adore Alex Pietrangelo, j'adore O'Reilly, Bennington, etc. Mais c'était un de nos meilleurs joueurs. Si c'était pas notre meilleur joueur en série, il a shuté down, là. Laine, Scheifele, Séguin, Ben, tu sais, Couture, tous les gars, San Jose. Après ça, on va en finale contre Boston. Il shut down Bergeron, Marchand, Pastrnak, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Ça part vraiment de lui. On le vu encore une fois. J'ai jamais vu Patrick Kane frustré dans un match. Puis en fait, de la première période contre Chicago, il donnait des coups de bâton à Parayko. Ça montre la frustration des meilleurs joueurs de l'autre côté quand il joue contre lui. Même chose Malkin au dernier match. Je pense pas que Malkin ait eu un point. Puis ça part vraiment de Parayko de ce côté-là. Il est exceptionnel défensivement. Il fait une erreur offensive. Il est capable de revenir avec sa vitesse. Côté offensivement, je sais pas si son focus personnel il est très sur la défensive ou peu importe. Mais je pense que c'est un côté-là, il va se développer de plus en plus. Tu sais, il y a 25 ans, je pense qu'il y a encore un peu de potentiel offensif à développer. D'un autre côté, il n'y a pas nécessairement les meilleures situations offensives en avantage numérique. Je pense que ça fait 2 ou 3 matchs qu'il est dans l'avantage numérique. C'est une question, je pense, qui est difficile pour moi en tant que coéquipier à répondre. Mais je pense que son focus est vraiment défensif. Ah, puis t'es tellement élogieux, puis tu sais... Moi, je me souviens du dernier match contre les Bruins. Ça a été quasiment à couper au couteau. 30 minutes, Pietrangelo, 30 minutes Parayko. Vous avez joué à 2 défenseurs droitiers, puis les gars changeaient un avec l'autre. Ça, c'était quelque chose. Oui, exactement. Je pense que c'est un excellent pairing dans la Ligue nationale. C'est probablement le top 3 pairing shutdown là, avec Bouwmeester dans la Ligue nationale. Puis, c'est pas mauvais quand tu as un gars comme Pietrangelo qui l'a fait aussi toute sa carrière, qui vient le back-up dans un moment. Nécessaire. Je pense qu'aussi avec l'échange de Falk, côté offensif, pour revenir sur Parayko, on a Pietrangelo, on a Falk, on a Dunn, il essaie de donner des minutes en avantage numérique. Dunn, c'est pas un gars qui va jouer en désavantage numérique. Il est sur le 3e pairing à 5 contre 5. Donc, si tu lui donnes pas d'avantage numérique, il risque de jouer 12 minutes, 10 minutes. Ça va être très difficile pour lui de ramasser, de faire des bons jeux à toutes les présences. Donc, du côté de Parayko, je pense qu'il lui donne beaucoup de focus défensif. Puis je pense qu'avec notre défensive, là, c'est un luxe qu'on a. Je reviens sur le match de Pittsburgh. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur leur 2e ligne, il y avait Stephen Noesen qui n'avait pas de contrat, qui s'est fait signer cette semaine, qu'ils l'ont mis sur leur 2e ligne. Là, j'ai regardé, vous vous êtes croisés à Anaheim, mais je ne sais pas s'il a joué le seul match qu'il a joué, puis tu étais là parce que tu avais été échangé cette année-là en janvier pour arriver à Anaheim. Tu vois Stephen Noesen qui arrive. Lui, il n'a pas de contrat depuis le début de l'année. Il se ramasse ça, joueur autonome, puis il le met ça à 2. Tu sais, quand tu dis que Pittsburgh sont blessés, c'est insolite temps. Oui, exactement. Beaucoup de blessures. J'ai croisé Jack Johnson, que je connais bien aussi. On joue au soccer dans notre warm-up avant le match, puis il s'en allait de l'aréna parce qu'il était malade. Donc, effectivement, il manquait beaucoup de joueurs de notre côté aussi. Encore une fois, Tarasenko, Steen, Blais, Sundqvist qui devrait revenir quand même bientôt au jeu. Donc, c'est pas négligé de notre côté non plus. Noesen, non, j'ai pas joué. Je pense pas d'avoir joué avec lui à Anaheim ou peut-être de l'avoir croisé dans un de ses call-ups, mais souvent, tu vois un gars qui se fait rappeler des ligues mineures, puis les 2-3 premiers matchs, il y a beaucoup de succès, puis après ça, tu vois son niveau de jeu, est-ce qu'il est capable de le maintenir? Est-ce qu'il y a un drop-off? Souvent, c'est là que tu vois si le gars va rester en haut, s'il va rester dans un rôle top 6. Puis évidemment, je pense pas que Noesen va rester un top 6, mais good for him d'avoir marqué un but pour lui. Puis c'est le fun d'avoir quand même des histoires de même. Oui, c'est une belle histoire. Là, comment va votre 4e ligne? On est rendu avec Jacob Delarose. Troy, je me suis commandé des dents au Père Noël de Brouwer. Comment va votre 4e ligne? En tant que joueur de hockey, c'est un mauvais karma de parler des dents d'un autre joueur, donc je vais te laisser en parler. Ah, je savais pas. C'est un bon point. Puis, regarde, je suis content que tu parles de Delarose parce qu'il m'impressionne depuis le début qu'on l'a. Je pense qu'il joue son rôle à la perfection sur le 4e trio pour notre alignement qu'on a en ce moment. Il y a un très bon bâton défensif, il est très bien positionné, puis évidemment,
On s'attend pas nécessairement à l'offensive que peut-être que certaines personnes y ont pensé de lui là, à ses débuts quand il était repêché, etc. Mais je pense pour notre équipe, une équipe qui veut jouer pesant dans la zone offensive, profondément dans le territoire, il est capable d'ajuster à notre alignement de ce côté-là. Donc, on va voir ce qui va arriver là avec le retour des autres joueurs, mais je pense qu'il pourrait être un gars qui joue avec Sundqvist puis Barbachet, c'est le 4e trio, puis avoir un bon trio. Correct, tu peux m'en donner sur De La Rose, correct. Je suis capable de t'en donner, comme dans Retiens pas ton souffle si tu veux le voir scorer. Enchaînons. Enchaînons. Il connaît son rôle. Ben ouais, non, je fais des jokes. On a du fun. Ben ouais, je sais. OK. Non, mais c'est important de le mentionner parce que même les jeunes qui jouent au hockey, tu vas voir un gars qui est plus talentueux, puis je mentionnerai pas de nom parce que j'en ai plein qui viennent en tête, mais il réussit pas à rester régulier dans la Ligue nationale. Parce qu'ils essaient d'avoir un rôle top 6, mais s'ils sont pas top 6, ils sont pas capables de rester dans l'alignement. Quelqu'un qui peut connaître son rôle comme un gars comme De La Rose peut lui permettre d'avoir une carrière de 5, 6, 7 ans, 10 ans, peu importe, versus l'autre gars qui peut-être qu'il est plus talentueux, peut-être c'est un meilleur joueur de hockey, mais il est pas capable de s'ajuster, de trouver son spot dans l'alignement. Et sais-tu quoi? Si tu acceptes ton rôle sur une 4e, avec les salaires maintenant, même sur la 4e ligne, tu peux bien mieux assurer ton avenir en jouant sur une 4 dans la NHL que de toujours faire le va-et-vient puis de rêver d'être top 6, mais tu es top 6 dans la Ligue américaine, non? Ben probablement. Tu sais, la plupart des joueurs là, dans la Ligue nationale, on était le meilleur joueur de notre équipe à un certain moment dans notre carrière, que ça soit Atom, puis oui, Bantam, peu importe. Donc, c'est vraiment important de trouver notre rôle. Même au niveau junior majeur, il y a beaucoup de joueurs qui sont le 2-3 meilleurs joueurs de l'équipe. Je regarde un gars à Vegas comme William Carrier. Je me rappelle pas de lui au niveau junior majeur, mais j'imagine que ça devait être un des bons joueurs de son équipe. Puis maintenant, sur l'échec avant, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, selon moi. Un autre Québécois, un autre gars que j'adore beaucoup, c'est un de mes chums. Mais je trouve que c'est un des joueurs les plus efficaces de la Ligue nationale en ce moment, dans son rôle. Puis s'il essaie de jouer un gars comme top 6, je ne sais pas s'il va rester longtemps dans la Ligue nationale, mais par contre, à jouer physique, à jouer avec l'échec avant, la vitesse qu'il joue en ce moment, il reste à jouer longtemps. OK. L'Avalanche. Le Canadien affronte l'Avalanche à soir. Là, je suis allé voir, je dis, tu sais, c'est dans la division, fait qu'ils se sont sûrement affrontés. Vous êtes affrontés seulement en octobre. Vous les avez battus et vous allez les raffronter ce mois-ci. Ils sont bons. Le trio de McKinnon, là, c'est une bonne équipe. Je disais tantôt à Gaston, puis on ne parle pas de Bednar, qui fait une bonne job. Kadri, ça leur donne un bon deuxième centre. Vraiment, je pense que c'est eux autres votre position cette année dans votre division. Bon, on prend pas personne à la légère, mais c'est sûr que l'Avalanche, c'est une équipe qui, en début de saison, on voyait vraiment comme une des meilleures des équipes de la Ligue nationale. Ils ont eu des blessures avec Rantanen, avec Landeskog. Donc, je pense que le match qu'on a joué contre eux, il manquait déjà Rantanen où il s'est blessé en première période, quelque chose de même. Ouais, oui, c'est ça. On avait parlé ensemble en plus. Oui, c'est ça. Il s'est blessé. Il avait joué 10 minutes. Il avait eu le temps de marquer. Oui, on avait parlé de sa blessure ensemble. Ouais, donc c'est ça. Regarde, on n'a pas joué leur meilleur alignement encore, mais encore une fois, je pense que de notre côté, c'est tout le temps la même formule. C'est pas la formule peut-être parfaite pour les partisans. Mais on a un gars comme Parayko, on a un gars comme Bouwmeester, encore une fois, qui va essayer de shutter down McKinnon, Landeskog, Rantanen. Nos attaquants, on essaie de jouer le plus profondément possible en zone offensive, à les travailler, à essayer de les fatiguer pour que de l'autre bord ne soient pas capables de partir avec leur vitesse, avec leur énergie. Puis si on réussit à imposer notre rythme de jeu, on est capable de battre toutes les équipes dans la Ligue nationale. On l'a prouvé l'année passée. Puis on va essayer de continuer de faire ça. Mais une équipe comme le Canadien qui est bâtie sa vitesse, qui n'ont pas votre stature, tu peux pas rivaliser de vitesse avec l'Avalanche. Comment tu peux arrêter l'Avalanche du Colorado quand on n'a pas Pietrangelo, Parayko, O'Reilly, Perron, c'est un duo, Shen puis Schwartz sur l'autre? C'est vrai que j'ai de la vitesse comme McKinnon. Ça, je l'ai toujours dit, mais personne ne me croit. Non, mais... C'est une game risquée, selon moi, d'essayer d'embarquer dans leur jeu. Puis c'est la même chose Pittsburgh hier. La seconde qu'on amenait notre échec avant, je sais qu'ils n'ont pas l'alignement nécessaire en ce moment pour utiliser leur vitesse comme d'habitude. Sid n'est pas dans l'alignement, Rust n'est pas dans l'alignement, etc. Mais ils flippent beaucoup de rondelles en zone neutre. Ils essaient de trouver le bounce, le lucky bounce pour après ça créer un odd man rush, le 2 contre 1, 3 contre 2. Moi, personnellement, c'est pas une game que j'aime jouer. Évidemment, ça l'embarque pas dans mes forces. J'aime mieux la game que les Blues jouent. Je pense qu'on est capable de contrôler un match, peu importe le style de jeu contre qui on joue.
Donc, c'est sûr qu'une équipe comme Montréal, c'est un peu le même principe avec beaucoup de vitesse. Si tu embarques dans cette game-là, si tu donnes des 2 contre 1, des 3 contre 2 à des gars comme McKinnon, ben, ça risque de pouvoir faire mal. Sur un 4 de 7, selon moi, j'aime pas les chances d'une équipe qui joue contre Colorado s'ils essaient de jouer leur même style, mais encore une fois, je prêche pour ma paroisse. Ils ont Flames en passé. Ils sont arrivés là avec le talent, avec Gaudreau, avec Monahan, tout ça, puis ils se sont fait brûler par l'Avalanche. Il aurait peut-être fallu qu'ils se servent de leur physique un peu plus, Giordano. Très bon exemple. Très bon exemple. Puis tu as des gars comme Tkachuk qui sont capables de jouer profond en territoire. Lucic, cette année, je sais qu'il ne produit pas nécessairement offensivement, mais tu prends un Lucic, tu enlèves le 2 tiers de son salaire, je pense que ça serait un joueur extrêmement efficace dans la Ligue nationale. Regarde, c'est plate pour lui, mais c'est le même pour le moment. Mais oui, je pense que c'est un très bon exemple. Nous, quand on joue contre Calgary, c'est ça qu'on parle. On essaie de pas leur donner 2 contre 1. On sait qu'ils n'essayent pas de jouer une game extrêmement physique, puis de ce côté-là, on prend avantage d'eux. C'est clair. OK, faut que je te parle de l'actualité qui a eu lieu dans la Ligue et avec les Blues. Premièrement, est-ce que Bert Tuzo pratique ses doubles échecs dans l'entraînement? Et si oui, est-ce que tu te tiens loin de lui? On l'a vu l'année passée avec Sanford, puis lui, comment que ça... C'est vrai. Il y avait une petite escarmouche dans une pratique. Bortuzzo, son style, c'est de jouer physique. Puis effectivement, c'est pas de prendre des suspensions, mais c'est d'être capable de trouver, de marcher sur la ligne, de créer des situations qui peuvent jouer physique, mais clairement, ça n'était pas une. Je pense qu'il est conscient, il a accepté la suspension. Par contre, il nous a donné du bon hockey depuis qu'il est arrivé avec les Blues. Même chose l'année passée en série. C'est un gars qui connaît extrêmement bien son rôle. C'est un bon coéquipier. Il rentre dans l'alignement, il est 6e défenseur. Il sort de l'alignement, il reste un bon gars, travaille fort dans les entraînements. Donc, je pense qu'il ajoute beaucoup à notre équipe. Ça, c'est en tant que coéquipier. Puis je comprends pourquoi que les gens étaient frustrés de peut-être juste voir 4 matchs, mais c'est la réalité. On a laissé la Ligue prendre la décision, puis accepter la décision. Quelque part, en plus, une belle profondeur de défense pour pallier à sa perte. Mais écoute, on jase pour s'amuser, là. Le deuxième double échec, je pense que Arvidsson a dû déchirer de laine jusqu'au talon. Mais sa blessure, je ne sais pas si c'est sorti, mais moi, je sais c'est quoi, puis c'est sûr que ça n'a pas fait du bien. On l'a senti jusqu'ici. On l'a senti. Ah non, ça a dû... il n'était pas bien positionné. C'est sûr que moi non plus, en tant que joueur, j'aime pas voir d'autres joueurs se blesser. Puis Arvidsson, c'est un bon joueur pour les Prédateurs. Oui, tellement. Il est important pour eux en plus. OK, avant de te laisser, il faut que je te parle de... C'est un gros panier de câbles qui est ouvert, puis présentement, on voit juste la pointe de l'iceberg. L'histoire des coachs, que ce soit la violence psychologique, la violence physique. Puis, tu sais, là, je parle avec les gars, puis il y a bien des affaires qu'on jase, puis on jase en dehors du Kodak, puis qu'on dirait pas en ondes. Tu sais, même quand moi, j'ai joué au hockey mineur, j'ai entendu des affaires, mais jamais j'aurais dénoncé en pensant, c'était ça le hockey dans le temps. Ouais. Puis là, il y a des vidéos de Jacques Mercier qui est de l'enséquence qui partent partout. Écoute, les textes au complet de Jacques Mercier, il se ferait sacrer à la porte aujourd'hui avec ce qu'on entend. Ouais. Tu te positionnes où? En parlez-vous avec les Blues? On est en 2019, je comprends ce qui se faisait il y a 10 ans n'existe plus aujourd'hui, mais il ne faut plus que ça existe aujourd'hui. Puis ce qui se faisait il y a 20 ans, tu comprends-tu? Jase-moi. C'est le même que ça s'appelle, le show, on jase. C'est un sujet difficile à parler, tu as extrêmement raison. Je pense qu'on a tous vécu des situations en grandissant que, en y pensant, t'es comme, faudrait pas que ça réarrive en 2019. Puis c'est correct de même, c'est correct que ça évolue, faut aller vers l'avant. J'ai écouté une entrevue de Kevin Bieksa, puis tu sais, c'était la façon de motiver les joueurs dans ce temps-là. Le nombre de fois que tu entendais, tout le monde haït le coach, mais les joueurs trouvent le moyen de jouer pour lui pareil parce qu'ils l'haïssent tellement qu'ils rentrent à l'intérieur de la chambre. Puis ils donnent le meilleur d'eux autres même pareil. On a entendu plusieurs noms. Je veux pas essayer de nommer des noms. Je veux pas essayer de partir des enquêtes en ce moment sur personne. Moi-même, on a vécu plein de choses là, au niveau, peu importe le niveau. Je veux pas embarquer trop là-dedans en ce moment. C'est quand même touché comme sujet. Mais effectivement, là, je pense qu'en 2019, c'est une bonne affaire d'aller vers l'avant. Ça a parti avec le congédiement de Babcock, avec l'histoire de Mitch Marner qui a sorti, puis il y en a encore plein d'autres à sortir. Je pense que c'est juste un bon sujet, ça va aller vers l'avant. Les entraîneurs vont falloir qu'ils trouvent des nouvelles façons de motiver les joueurs. Va falloir qu'ils trouvent un partnership de respect.
Puis je pense que Rick Tocchet, il en a parlé dans un podcast avec Darren Dreger cette semaine, à quel point que maintenant c'est un partnership, que tous les joueurs veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ils veulent être inclus dans le processus, puis c'est le même que tes embarques. C'est un de ces exemples-là. Le nombre de fois tu me dis que tu es allé dans le bureau du coach, puis pour les gens qui ne connaissent pas la petite histoire de David Perron, on te considérait plus jeune, un joueur récalcitrant junior. Le gars voulait sortir ses patins de l'aréna, midget 3, je pense, puis on voulait t'en empêcher. Puis toi, tu faisais non, mais on va chercher mes patins pareil. À moins que je me trompe, là, tu me redirais l'histoire. Junior 3. Oui, Junior 3. Fait que tu as dû, toi aussi, entendre des histoires parce que si toi, tu as décidé de tenir ton bout, c'est sûr que le coach là-bas, il a essayé de le tenir le sien. Oui, effectivement. Regarde, j'ai tenu mon bout. Je pense qu'on a tous vécu des situations, comme tu l'as dit, dans le hockey mineur, peu importe, que je pense que si ça se passait aujourd'hui, ça serait un scandale. Mais tu sais, je suis capable de respecter le fait que c'était cette époque-là, puis de comprendre, tant que tout le monde va vers l'avant, qu'ils veulent apprendre, qu'ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs, moi, je suis capable de respecter ça. Je pense que tout le monde a la chance d'évoluer. Puis moi, je pense que c'est juste ça qu'en ce moment, le messager, là, j'ai vu Sean Avery, il parlait de Mark Crawford, puis il a quand même dit qu'il il accepte pas les... Tu sais, c'est ça, exact. Il l'aimait, il accepte pas les gestes qu'il a fait. Mais c'était en début 2000, les temps, c'était différent. Puis là, on est rendu presque en 2020, puis je suis d'accord qu'il faut que ça change. Puis on voudrait pas que nos jeunes vivent ça, puis encore une fois, je suis 100% d'accord. C'est clair, mais tu sais, c'est Sean Avery. Moi aussi, puis je pense qu'il aurait donné un coup de pied derrière, tu sais. C'est Sean Avery. Ben, là, ça, c'est d'autres choses qui se parlent en coulisses, que c'est très touché. Il y a beaucoup de joueurs qui embarquent dans la vague, mais c'est beaucoup des joueurs qui ont créé de la controverse pendant leur carrière. Donc, c'est difficile de voir. Tu veux leur donner la crédibilité qu'ils méritent. Mais en même temps, tu vois tout ce qu'ils ont créé de certains scandales pendant leur carrière. Donc, c'est difficile à croire de chaque base. C'est pour ça que la Ligue nationale fait une enquête. Mon agent, c'est Arlen Walsh. J'ai vu un tweet qu'il a donné. Puis la plupart des allégations qui sortent, c'est des entraîneurs qui ont coaché dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, peut-être qu'aussi au niveau junior, ça serait important d'apporter une certaine enquête, une enquête pour vraiment, sans dire une enquête, mais vraiment avoir des conversations pour pas que ça se répète, pour que ça se termine là, puis qu'on avance de l'avant, puis que ça soit juste du positif à partir de maintenant. Une des pires affaires, moi, je trouvais, c'était les coups de poing de Bill Peters en arrière de la tête d'un joueur qui a été corroboré par Rob Brindamour. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Bien, effectivement. L'aspect physique, là, puis tu sais, inacceptable dans le sens avec le tempérament que j'ai, ça se peut que ça aurait été mal, tu sais, si ça m'était arrivé. Mais encore là, je ne suis pas dans la Ligue nationale de hockey, je ne l'ai jamais été. La ligne, là, entre le physique, je pense que tout le monde est d'accord. Le mental, tout ce qui peut se dire. Est-ce que tout se dit en 2019, David, ou tu penses qu'avec ce qui vient d'arriver, il va y avoir une restriction sur ce qu'on peut dire dans un vestiaire? Il va y avoir une restriction, ça c'est sûr et certain. Okay. Tu sais, moi-même, je veux pas, on vit des choses avec certains entraîneurs depuis notre jeunesse que je peux pas croire d'avoir vécu ça, mais en même temps, comme je l'ai dit, c'était des anciens temps. Je veux pas paraître d'un dinosaure, mais mon but, c'est pas de sortir aujourd'hui de dire des affaires. Par contre, avec les jeunes, comment ils rentrent dans la ligne, même de joueur à joueur, maintenant à 31 ans, on parle avec un jeune joueur qui rentre dans la Ligue nationale, 19-20 ans, tu réalises que c'est très différent par rapport au moment que moi je suis rentré dans la Ligue nationale. Puis c'est correct que ça soit le même. Faut vraiment avancer vers l'avant. Puis oui, les entraîneurs, ils jouent vraiment avec le psychologique des joueurs, plus, si tu veux, là, le 10 ans, 20 ans, etc., sans trop embarquer dans mon cas personnel. Puis, encore une fois, je pense que c'est un bon mouvement, mais il faut pas exagérer non plus. Il faut juste réaliser que les temps étaient différents, puis il faut vraiment avancer vers l'avant. Il faut prendre ça puis apprendre, au lieu d'essayer de juste sortir puis de détruire la carrière, détruire la vie de tout le monde. Je pense que c'est juste important de trouver le moyen d'avancer. C'est très positif. Oui, c'est hyper intéressant. Ouais. Puis on n'est pas là avec toi pour faire de la dénonciation. Non, mais c'est difficile, Martin. Un gars comme Bieksa, j'écoutais son entrevue, puis exemple, tu vois un coup de pied en arrière d'un joueur ancien. Mettons, il y a 20 ans, là, j'ai parlé avec certains joueurs, puis la plupart des entraîneurs, c'est que les gens s'imaginent un coup de pied dans un ballon de soccer, mais souvent, c'était comme une affaire pour motiver, puis c'est plate à dire, faut plus que ça arrive. En 2020, c'est interdit, tu peux plus faire ça. Mais anciennement, c'était comme
c'était quand même courant. Donc, c'est triste à voir. Puis en tant que jeune joueur, comme Kevin Bieksa a dit, est-ce que tu peux arriver puis aller voir ton directeur gérant puis risquer qu'il t'envoie des mineurs là, faut se rappeler que c'était dans les années 2000, les années 90, 80, peut-être même par certains moments, où tu acceptes ça puis tu dis, crime, tu veux pas que ça t'arrive effectivement. Donc, oui, le mouvement il est très positif en ce moment. Toutes les choses qui arrivent dans le monde en ce moment, ça va juste être pour du positif puis on va avancer vers l'avant avec ça. C'est clair. Puis, je comprends que c'est pas comme un coup de pied dans un ballon de soccer, c'est côté du pied, c'est la culotte de hockey. Là, c'est pas, il t'a pas ramassé ça dans la fourche. Là. Non, exactement. Puis je pense que le côté psychologique est aussi présent. Puis ça va être aux entraîneurs, ça va être à tous les joueurs de trouver des meilleures techniques pour motiver les joueurs. Puis encore une fois, c'est juste du positif. Oui, l'affaire de Chilios sur Spittin' Chicklets, quand il dit que Franzen, c'est un nerve breakdown, une dépression nerveuse qui, encore aujourd'hui, est affectée par ça. Tu fais comme, barouette, écoute, c'est puissant. Ouais, non, ça, c'est difficile à voir. Puis surtout, sachant comment que Franzen a terminé sa carrière, ça me touche beaucoup. C'est un bon joueur, ça. Excellent joueur. Il y a eu beaucoup de problèmes de commotion. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui des symptômes. Donc, c'est sûr que de mon côté, c'est difficile à voir parce que j'ai vécu ça aussi. Donc, je souhaite que ça allait bien pour lui en ce moment. Puis c'est pas le fun d'avoir effectivement quand tu entends des histoires de même. David, tu reçois beaucoup de love sur nos pages. Les gens apprécient, qu'on ait accès à toi une fois par semaine. Puis on n'a jamais eu la cassette avec toi. Donc, un gros merci encore. Bonne journée de congé. Tu es en congé, puis tu prends un bon 25 minutes avec nous autres. Fait que j'apprécie. Ah, ça me fait plaisir. Regarde, on embarque dans le temps de l'année que c'est un petit peu plus difficile. On dirait les petites blessures s'accumulent de match après match. Tu bloques un lancer sur le pied, peu importe, puis ça guérit pas. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on joue au hockey, c'est le fun, puis c'est les temps que faut trouver le moyen de ramasser des victoires malgré tout, puis on va avoir un break du match des étoiles dans une couple de mois, donc on va en profiter. Oui, vous allez avoir votre semaine de congé aussi. Là. Tes cadeaux de Noël sont-ils faits? 0 cadeau de Noël en ce moment, donc faudrait que j'embarque là-dessus aujourd'hui, mais je sais pas si je vais prendre le temps, je pense que je vais me reposer à la place. C'est bon. Hey, un gros merci, mon chum, pour ce genre de la semaine prochaine. Fais attention à tes dents. Yes. Oui, écoute, on touche du bois, là. Ouais, moi, je touche du bois en ce moment, puis merci les boys. On se parle la semaine prochaine. Yes, sir. Bye. Bye. Excellent. Écoute, vous avez été nombreux, évidemment, à réagir. Hey, regarde. À cause de tes dents, ça? Non, pas à cause des dents. OK. J'étais après pensé au show qu'on a eu. C'était un excellent show, mon Martin. 1h12. Grâce à vous. Participation incroyable. Je m'en allais sur écrire nos ça. pages. Merci d'avoir été avec nous. Super show aujourd'hui, grâce à vous. Je vais le mettre tout de suite sur notre page. Les gens ont été présents, les gens, plein de commentaires. David qui a été outstanding. Ouais. Bruno qui est arrivé avec beaucoup d'informations de Laval. Gasque avec beaucoup d'émotions. Oui. Non, excellent. Merci encore une fois d'être là. Vous êtes exceptionnels. 2-3 petites nouvelles en terminant. Les sénateurs ont envoyé le défenseur Brandstrom à Belleville. Donc, tu sais, des fois, ça arrive ailleurs. Même si les sénateurs vont bien. Normand, on échange ton, Brandstrom, Brandstrom. Il n'y en a pas de garantie quand tu dis on va repêcher, on va aller chercher des jeunes. Il n'y en a pas. Et Alex Radulov, qui va être laissé de côté ce soir par son entraîneur. T'as entendu Montgomery après le dernier match? Par rapport à Radulov, non. Son équipe? Non. Il y a 4 défaites de suite. Oui, il a dit ça, c'est notre pire match de l'année. C'est 4 défaites de suite. Inadmissible, impossible, impensable. Donc, ce soir, tu l'as mentionné, 19h Avalanche canadien et demain contre les Rangers. Ça va être super bon. Un 2-en-2 à RDS. Tout se passe à RDS. Ne manquez pas les émissions, entre autres, de 5 à 7, 360. Et, entre autres, j'ai vu tantôt que Samuel Girard, pendant le réchauffement, va porter un micro. Oui, regardez ça. Ça va être disponible en direct, évidemment, à Hockey 360 et après ça, sur la zone vidéo du rds.ca. Gros job, Luc, encore une fois, tu as été excellent. C'est bien le fun. Un gros merci à vous, Luc, puis moi, on se pince encore à quel point vous êtes respectueux, présent, ça coche. Un gros merci. Merci à Alex également qui a tout mangé nos biscuits à la mise en onde. Et merci à Tim aux médias sociaux. On se rejase demain après le match, bien sûr, du Canadien de Montréal. Bye-bye.